Je vais passer la parole à Élie Tello, qui est en partie l'organisateur de cette rencontre. Élie Tello, vous êtes haïtien et sociologue. Vous venez de défendre votre thèse de doctorat avec la plus haute reconnaissance. Votre parcours brillant vous mène de co-organisateur du colloque Mémoire et droits humains à l'ONU en 2006 jusqu'à votre poste d'enseignant tuteur au programme interdisciplinaire en action humanitaire, qui est donc l'organisation en fait de cette soirée. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Recherche haïtienne-antillaise et c'est peut-être quelque chose qui n'intéresse pas vraiment, mais vous êtes aussi poète, lauréat de plusieurs concours, dont le prix Jean Brière de la Fondation Afrique-América. Le premier élément de questionnement critique que j'adresse à l'auteur concerne la question que je considère parmi d'autres comme constituant le fil rouge de sa recherche. Et on trouve texto dans l'ouvrage cette question-là, qui est comment comprendre la soudaine irruption dans la société planétaire contemporaine de la haine de l'Occident. À mon sens, cette question résume bien la préoccupation du chercheur, du sociologue, et va servir le fil rouge, le fil d'Ariane de toute la réflexion, la problématique, l'argumentaire de l'auteur. Alors, par rapport à cette question, c'est vrai que moi, je me suis senti très concerné parce que justement, je suis un non-occidental, mais aussi parce que je suis, quoique ignorant, quand même très intéressé à la pensée critique intellectuelle, donc à l'universalité du savoir. En fait, quand on regarde l'histoire des relations entre l'Occident et le reste du monde, je me demande s'il s'agit effectivement, réellement d'une irruption soudaine quand l'auteur parle de la haine. En fait, pourquoi j'ai cette préoccupation, c'est parce que quand on lit l'ouvrage, ce que l'auteur appelle la haine de l'Occident renvoie à une série de pratiques, à tout un stock de pratiques de résistance, à tout ce qui renvoie au rejet de systèmes injustes de domination. C'est pour ça qu'il a tenu, et il l'a dit dans sa présentation, à faire la différence entre ce qu'il considère comme une haine raisonnée, donc cette pratique de résistance, et une haine pathologique qui est destructrice, etc. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, quand on regarde l'histoire des relations nord-sud, on se demande s'il s'agit d'une irruption soudaine. Autant que je suis tenté de m'interroger, parce que dans l'ouvrage aussi, il fait un rappel de l'avènement de l'irruption de l'État-nation, qu'il met en lien avec la révolution de 1789 française, autant je me questionne sur cette irruption de l'État-nation en 89, autant je me demande s'il s'agit d'une irruption soudaine. Surtout, il l'a dit aussi, cette haine est alimentée par la mémoire blessée, c'est vrai, quand on lit l'ouvrage, on se trouve pris dans tout un nombre impressionnant d'actes horribles, enfumades, pendaisons, massacres, et j'en passe. C'est vrai, quand on regarde tout ça, effectivement, on se dit oui, il y a là quand même beaucoup à se souvenir, beaucoup de mémoires blessées portées par les peuples du Sud. Mais est-ce qu'il s'agit d'une haine qui arrive maintenant, qui fait irruption dans le monde contemporain? À mon sens, il me semble que pas vraiment, puisque quand on regarde l'histoire des peuples non occidentaux du Sud, il y a toute cette pratique de résistance qu'on a retrouvée pendant la période de la traite, pendant la période de la colonisation, pendant la période de l'esclavage. On a ces pratiques de résistance qui se sont perpétuées. Et même après, aujourd'hui, encore quand on regarde Mahatma Gandhi, toute la résistance indienne par rapport à l'Angleterre, quand on regarde les Black Panthers aux États-Unis, quand on regarde Martin Luther King, toute cette mouvance des droits civiques aux États-Unis,
Là, voilà, on voit qu'il y a une longue histoire de cette dite haine, je mets entre guillemets parce que je vais revenir. La haine définie comme résistance à l'oppression, à ceux de Sartre, ceux qui les oppriment. Et on n'a même pas besoin d'aller plus aussi loin. On peut voir aujourd'hui encore, 80-90, toute la vague de mobilisation, de résistance que les programmes d'ajustement structurel ont fait naître dans les pays du Sud. Donc là, parler de éruption soudaine, c'est vrai que cela me pose question. Et comme il s'agit d'une éruption soudaine, d'une haine raisonnée certes, du fait de la mémoire blessée, l'auteur dit dans une phrase qui est « Nous vivons le temps du retour de la mémoire ». Et là, c'est vrai que cela me pose question aussi, puisque je n'ai jamais eu, en tant qu'haïtien, le sentiment que la mémoire de la traite de l'esclavage, le jeu ici, je pense, c'est un jeu valable pour beaucoup d'autres peuples, beaucoup d'autres individus du Sud. Je n'ai jamais eu donc le sentiment que cette mémoire blessée ait été à un moment donné enfuie. On s'en est toujours souvenu dans les pays du Sud. Et j'en prends pour exemple les contes, les proverbes, les chansons populaires, où cette mémoire est portée, où cette mémoire est transmise de génération en génération. Il me semble qu'elle n'ait jamais été enfuie, oubliée. La traite, l'esclavage, l'utilisation a toujours été partie prenante. D'ailleurs, il y a un auteur très intéressant, Achille Mbembe, qui disait justement la mémoire de la traite de l'esclavage aux nations fait partie de la déclaration d'identité des peuples du Sud. Je le cite, c'est un ouvrage qu'il a écrit, j'apprécie beaucoup, qu'il appelle d'ailleurs Afrique indocile, Afrique indocile au pluriel. Donc c'est pour vous dire qu'il y a toujours cette pratique de résistance. Alors bon, je peux prendre des exemples, mais il y en a un qui m'a beaucoup intéressé, et là je parle sur le contrôle de ma femme, qui est malgache, c'est justement cette pratique de culte aux ancêtres des Famadiennes à Madagascar, comme l'auteur s'est référé au massacre de Madagascar. Il y a une ethnie à Madagascar, les Ndandrou, je crois, où les ancêtres ont interdit que dans ces Famadiennes, ce culte aux morts, que soit présent aucun homme blanc. Pourquoi? Parce que justement cette présence-là rappellerait l'arrogance dont parle l'auteur, rappellerait tous les massacres dont ils ont été victimes. Et comme il s'agit de leur rendre honneur, de leur faire fête, donc justement ce que représente l'homme blanc ne devrait pas être représenté. Donc c'est pour vous dire comment ce que l'auteur appelle haine de l'Occident, il me semble, il ne s'agit pas d'un retour. Par contre, là, je m'appuie sur les écrits de M. Boudaï Temad, notamment dans son dernier ouvrage, L'Occident face à son passé colonial. Est-ce qu'il ne s'agit pas de préférence, non pas d'un retour de la mémoire, mais d'une montée des mouvements en faveur des réparations? Il ne s'agit plus pour les peuples du Sud, me semble-t-il, de dire « nous avons été victimes, vous êtes les bourreaux, vous êtes les méchants, et nous les pauvres innocents ». Mais non, non plus de dire ça, mais de dire « voilà maintenant, on demande que réparation soit faite ». À mon sens, il me semble que c'est ça la question. Et là, cela me renvoie à cette problématique de la mémoire et de la haine. Non pas un retour de la mémoire, mais de nouvelles formes de politisation de la mémoire. Parce qu'aujourd'hui, en effet, quand on regarde les nouveaux espaces qui sont intégrés par ce débat sur la mémoire, là, c'est nouveau. Ce qui est nouveau, en fait, c'est de le voir en France, qu'on légifère sur la mémoire. Que l'on voit en Angleterre qu'il y a demande de pardon, que l'on voit le pape s'agenouiller et demander pardon aux Indiens, que l'on voit le gouvernement canadien officiellement demander pardon. Là, il y a quelque chose de nouveau. Mais non pas un retour d'une certaine mémoire qui aurait été dans ces méandres, dans ces mystères enfuis pendant
dans un certain nombre de générations.